Alors, bonjour à toutes et à tous. Madame la vice-présidente de la région Centre-Val de Loire, chère Anne, monsieur le maire de Tours, cher Emmanuel, je crois qu'il n'est pas encore arrivé, il avait quelques contraintes, mais il m'a dit qu'il arriverait au plus vite. Monsieur le vice-président en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche de la métropole, cher Thierry, mesdames, messieurs les élus des collectivités territoriales, madame la directrice du CHU de Tours, chère Floriane, madame la directrice du CFA Centre-Val de Loire, chère Françoise, madame la directrice du CLUS de Tours, chère Maude, mesdames, messieurs les élus des conseils de l'université, mesdames, messieurs les directeurs et directrices de composantes, d'unités de recherche et d'écoles doctorales, mesdames, messieurs les responsables administratifs de composantes, mesdames, messieurs les directeurs et directrices de services, chers collègues, chères étudiantes et étudiants. Alors, en ce début d'année 2024, je suis évidemment heureux de vous présenter mes vœux les plus sincères et chaleureux, tant pour vous que pour vos proches, dans notre belle salle Thélème, qui, comme vous le savez, devra fermer ses portes à la fin de l'année universitaire, et ceci pour 18 mois en raison des travaux de rénovation du site, des travaux qui nous permettront de retrouver un bâtiment encore plus beau et plus économe en énergie. Donc que cette année 2024 soit pour vous la plus heureuse et sereine possible, une année riche en progrès, une année d'accomplissement dans vos missions de service public. Alors l'année universitaire 2022-2023 a d'abord été marquée par la poursuite du processus d'évaluation de notre établissement par le HCERS, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Nous avions envoyé notre rapport d'auto-évaluation en juin 2022, et je remercie une nouvelle fois celles et ceux qui ont contribué à ce gros travail. C'est presque un an plus tard, du 23 au 25 mai 2023, que nous avons reçu le comité d'experts du HCERS. Une soixantaine d'entretiens ont été réalisés. Et là encore, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont consacré du temps pour préparer et réaliser ces entretiens. Alors, nous avons finalement reçu un rapport provisoire du HCERS, c'était le 5 décembre dernier. Et puis, après transmission de nos demandes de rectification, nous avons finalement reçu notre rapport définitif le 18 janvier, donc il y a seulement, on va dire, 2 semaines. Alors, ce rapport a été transmis déjà aux membres des différents conseils centraux de l'université. Conformément à la procédure, je dois maintenant transmettre mes observations sur le rapport du HCERS, ceci avant le 9 février prochain. Ces observations, c'est un document de 4 à 5 pages, seront annexées au rapport du HCERS et qui sera alors rendu public, et on le transmettra donc avec mes observations à l'ensemble de la communauté universitaire. Alors ce matin, juste avant cette cérémonie des vœux, se tenait le congrès de l'université. Je vous rappelle, un congrès qui rassemble nos 3 conseils centraux, conseil d'administration, commission recherche, commission de la formation et de la vie universitaire, mais aussi le conseil social d'administration, un conseil qui, je vous rappelle, fusionne les anciens comités techniques et CHSCT. Alors, lors de ce congrès, j'ai présenté les principaux éléments du rapport HCERS, et notamment son avis général avec nos forces principales, mais aussi nos faiblesses qui appellent à une certaine vigilance, et aussi les recommandations du HCERS pour la prochaine période. Enfin, j'ai présenté les avis plus détaillés du HCERS pour chacun des 3 grands domaines que sont le pilotage stratégique opérationnel de l'établissement, notre politique de la recherche, de l'innovation et de l'inscription de la science dans la société, et enfin notre politique de formation, de vie universitaire et de campus. Alors, je ne vais pas détailler ici tous ces éléments, sachant que nous transmettrons à toutes et tous ce rapport. Nous en discuterons également dans les différents conseils centraux. Néanmoins, pour bien démarrer, on va dire, cette année 2024, on peut souligner déjà ce que sont pour la HCERS les forces principales de notre université. Le HCERS souligne un positionnement solide au niveau local, et je veux saluer ici la qualité du travail que nous menons en collaboration avec les collectivités territoriales et le CLUST. Le HCERS indique que notre université est une université dynamique
est attractive, qu'elle est marquée par une belle productivité et belle diversité de son secteur de la recherche. Et je souligne ici l'importance que notre équipe attache à la diversité du secteur de la recherche, mais aussi aux relations fructueuses que nous entretenons avec les organismes nationaux de recherche, BRGM, CNRS, INSERM et INRAE, mais aussi le CHU de Tours et maintenant le CHU d'Orléans. Enfin, le HCERS souligne que l'Université de Tours a réussi des transformations importantes, en particulier pour construire un dialogue social de qualité et rénover son image, pour améliorer la collecte de ressources propres et mettre en œuvre la dévolution de son patrimoine immobilier. Le HCERS souligne enfin que l'Université de Tours a réussi à tirer profit à de nombreux appels à projets, et en particulier en répondant à des appels à projets européens et de France 2030. Ces succès, c'est le résultat d'un travail collectif que nous menons depuis maintenant 3 ans, toutes et tous ensemble, et ceci, quelles que soient nos sensibilités. Alors, de nombreux projets d'établissement déposés et acceptés en 2023 vont démarrer en 2024, et j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, à ces commentaires très positifs du HCERS s'ajoutent néanmoins quelques points d'attention particuliers. Il est indiqué qu'il nous faut davantage renforcer l'attractivité de nos masters. La mise en place, en plus de la plateforme Mon Master, contribue, si elle contribue aujourd'hui à une meilleure visibilité des formations au niveau national, accroît la compétitivité entre établissements, ce qui nous oblige, de fait, à mieux mettre en valeur nos forces. Notez également qu'à effectif constant en licence, en fait, il nous faudra accueillir plus de 50% d'étudiantes et étudiants en plus en master, donc passer de 3200 à 5000 étudiants pour être dans la moyenne nationale. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de facile à mettre en place sans soutien financier supplémentaire. Par rapport à ça, le rapport justement appelle à être vigilant vis-à-vis de notre situation financière, une situation qui tend, comme l'ensemble des universités, malheureusement, à se dégrader. Alors, il est vrai que, notamment en 2022, on n'a pas réussi, on n'a pas de baguette magique pour absorber totalement et simultanément les surcoûts de l'énergie, les surcoûts des matériaux et puis les mesures salariales. Et nous aurons, on va dire, les mêmes difficultés nous avons eu les mêmes difficultés en 2023, dans une année où les nouvelles mesures d'augmentation salariale décidées par l'État n'ont toujours été compensées que partiellement, et ceci, je dirais, malgré de longues discussions au niveau de France Universités, avec notre ministère, mais aussi davantage avec Bercy. Alors cela étant, quand même, des discussions qui, dans un premier temps, nous ont permis de passer d'un niveau de compensation de 0% à 50%, et puis pour notre université de Tours, finalement, à 75%, ce qui veut dire qu'effectivement, quand même, une part de notre sous-dotation a été reconnue. Bon, néanmoins, toutes ces compensations sur ces mesures salariales, je rappelle qu'elles se font seulement sur notre plafond État, et ce qui constitue un peu, pour un établissement comme le nôtre, une double peine, car beaucoup de nos emplois sont financés sur ressources propres. Alors oui, comme le HCERS nous le recommande, il faut développer davantage nos ressources propres, notamment via l'apprentissage et la formation continue, peut-être grâce aussi à la dévolution de notre patrimoine immobilier, mais cela ne suffira pas à combler notre déficit de subventions de charges pour services publics, qui, comme je disais ce matin en congrès, est un déficit avant tout structurel et non conjoncturel. Notre université est encore trop sous-dotée par rapport à des universités de profil similaire. Si je nous compare par exemple avec l'université de Poitiers, c'est 30 millions d'euros d'écart, c'est près de 12% de notre subvention. Alors je milite depuis 3 ans au sein de France Universités pour faire reconnaître cette sous-dotation. Il y a eu un amorçage de rééquilibrage pour que l'État opte enfin pour une hausse des dotations soclées des universités et qu'elle se dote d'un système d'allocation des moyens qui soit transparent. C'est difficile, mais je crois pourtant que ce sont des enjeux majeurs en termes de développement et d'équité territoriale. Nous ne pourrons pas accueillir davantage d'étudiants en master sans moyens humains supplémentaires donnés par l'État. Alors, le congrès de ce matin fut non seulement l'occasion de discuter des conclusions du rapport d'évaluation HCERS, mais aussi
de présenter le rapport d'activité 2022-2023 de l'université. Alors, ce rapport d'activité, il sera mis là aussi à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire sur notre site web après son adoption en conseil d'administration le 5 février prochain. Donc, dès la semaine prochaine, vous aurez accès à ce rapport d'activité. Alors là aussi, je ne vais pas reprendre tous les éléments de ce rapport, mais je présenterai avec Emmanuelle Huvert, une de nos deux vice-présidentes en charge de la recherche, et Colombine Madeleine, notre vice-présidente en charge des relations internationales, quelques éléments marquants de l'année 2023, avant bien sûr d'évoquer quelques enjeux importants pour l'année 2024. Alors, dans le domaine de la formation, pour commencer, après l'auto-évaluation de notre offre actuelle, l'année 2022-2023 aura été marquée par la construction de notre nouvelle offre de formation pour les 4 prochaines années à venir et qui débutera donc en septembre 2024. Alors, cette construction aura mobilisé largement l'ensemble des équipes, départements et composantes, car elle exige la révision de la liste des mentions, des diplômes demandés en accréditation. Donc, ça demande la révision des maquettes de formation, des modalités d'évaluation des connaissances et des compétences. Cela réclame la révision des systèmes de gestion correspondant à toutes ces offres de formation, avec encore apogée, on va dire, je pense finalement peut-être pour 4 ans pour la structuration des maquettes, et puis désormais SAGE pour la gestion prévisionnelle et le pilotage des charges d'enseignement. Et d'ailleurs, à ce titre, je voudrais souligner la réflexion collective menée sur SAGE par le comité d'usagers, qui a été vraiment un exemplaire du bien travailler ensemble. Alors plus généralement, c'est l'ensemble de la communauté universitaire qui a été et qui sera encore impliquée dans ce processus de mise en place de cette nouvelle offre de formation. Je vous remercie donc très chaleureusement pour ce travail collectif. Un travail qui, au final, aboutit à l'accréditation, on le disait ce matin, d'une nouvelle offre de formation de près de 150 parcours types, correspondant à 23 licences, 45 masters, 10 buts, 10 licences professionnelles et une dizaine de formations en santé. Comme on le disait ce matin, durant la phase de construction de cette nouvelle offre, nous avons beaucoup insisté sur le caractère impératif de sa soutenabilité. Dans le contexte politique actuel, cette nouvelle offre ne peut pas faire augmenter nos charges d'enseignement à effectifs étudiants constants et qui pourraient même encore augmenter. Alors, on a vu, c'est un exercice délicat, difficile, qui a imposé un gros travail d'évaluation de nos charges d'enseignement actuelles et projetées. Ce travail a finalement abouti à la définition de quotas d'heures par composante, au niveau licence, au niveau master, car nous faisons confiance aux composantes et à leurs départements pour construire les solutions les plus pertinentes pour faire évoluer l'offre au profit de la formation et de l'insertion de nos étudiants et étudiantes dans un cadre qu'on a construit ensemble, un cadre contraint par nos moyens financiers et notre masse salariale, mais que je pense que c'est un objectif que nous aurons réussi à atteindre. Le rapport du HCRS nous invite à développer davantage notre offre de formation continue. Il considère qu'il nous appartient de nous donner les moyens de favoriser ce développement, et c'est dans cette perspective que nous avons déposé en 2022 2 projets pour lesquels nous avons été lauréats en 2023. Il s'agit d'abord du projet Digital FCU, d'une durée de 5 ans, porté par France Universités Numériques et qui regroupe 19 universités partenaires. Ce projet conduira à la création et à la mutualisation de briques de formation à distance dans des domaines spécifiques de la formation continue et en complément des enseignements en présentiel. Il s'agit ensuite du projet ASDESR Ambition Centre-Val de Loire, un projet porté par l'Université d'Orléans, mais dont l'Université de Tours et l'INSA Centre-Val de Loire sont partenaires. Un projet qui, justement, est destiné à nous aider à développer nos ressources propres et dans le domaine, notamment, de la formation continue. L'année 2024 sera donc l'occasion de démarrer ces projets qui nous permettront, je l'espère, de préciser notre modèle économique pour développer la formation continue et répondre sur ce volet aux attentes, je dirais, très fortes et légitimes de la société, d'examiner aussi comment rapprocher davantage formation continue et apprentissage en travaillant notamment plus efficacement avec l'Université d'Orléans et le CFA des universités Centre-Val de Loire. Alors pour finir sur le volet formation, l'année 2023 aura été marquée par la poursuite de la mise en place du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures
sciences de la transition écologique et sociétale, un cursus, un fruit, comme vous le savez, d'une coopération étroite avec le lycée Descartes. En 2023, nous avons aussi ouvert à la faculté des sciences et techniques un cursus master ingénierie en technologie quantique. Et puis, donc, en septembre 2024, dans le cadre de la nouvelle offre de formation, on va notamment ouvrir, je ne pourrais pas tout citer, mais 2 nouvelles doubles licences en droit sciences politiques et physique-chimie, qui vont donc s'ajouter à des doubles licences déjà existantes en histoire sociologie, droit-langue, anglais-espagnol. Nous allons ouvrir de nouvelles licences professionnelles pour former, par exemple, des assistants juridiques spécialistes du droit du numérique, ce sera à Blois, pour former des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des data managers cliniques, des spécialistes en éco-conception de matières naturelles cosmétiques. Enfin, je ne peux pas citer là toutes les nouveautés de cette nouvelle offre, mais nous ouvrirons au niveau master un parcours sur Tours, alors qu'il n'y avait jusqu'à présent qu'un parcours sur Blois. Et puis, on va ouvrir aussi un nouveau master en sciences de la durabilité, parcours économie circulaire, un projet fruit de la collaboration entre plusieurs composantes et un enjeu, je pense, majeur en termes de formation en ce début du XXIe siècle. Enfin, en lien avec la publication du rapport Jouzel sur l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur, notre nouvelle offre de formation comprendra pour tous les étudiants et étudiantes de licence un socle commun de connaissances et de compétences en transition écologique et sociale, un socle construit autour de 5 thématiques, le climat, la biodiversité, les ressources, l'énergie et les nouveaux modèles socio-économiques. L'université de Tours a toujours placé la qualité de vie étudiante et de campus au cœur de sa politique. Elle dispose ainsi d'un service de santé universitaire reconnu, doté d'une équipe de professionnels médico-sociaux qui accueille, écoute et informe tous les étudiants et étudiantes de l'université. Cette année 2022-2023, à Tours comme à Blois, ce service de santé universitaire, qui devient maintenant un service de santé étudiant, a renforcé et pérennisé les actions visant à soutenir notamment la santé mentale des étudiants et étudiantes, ainsi que la lutte contre la précarité. Par ailleurs, l'université a rejoint le réseau ATP Friendly. Il s'agit d'un projet, là aussi financé par France 2030, qui s'inscrit dans la stratégie nationale pour l'autisme, un projet sur 10 ans et qui regroupe environ 25 universités. L'objectif de ce programme, c'est de construire une université inclusive en améliorant l'accueil des étudiants et des personnels autistes ou avec un trouble du neurodéveloppement. Enfin, dans la dynamique qui est soutenue par la CEVEC, qui est la contribution à la vie étudiante et de campus, l'année 2022-2023 a été marquée par la finalisation de notre schéma directeur de la vie étudiante et de campus. Alors, des assises ont été organisées autour des grandes préoccupations étudiantes, avec en particulier la nécessité de créer des lieux de vie, de développer les pratiques de la culture et du sport, de favoriser la santé étudiante et la prise en charge du handicap, de favoriser l'engagement et la vie associative, de lutter contre la précarité, de faciliter le logement et l'usage des mobilités douces. Alors, ce schéma directeur de la vie étudiante et de campus, il a été construit et adopté à l'unanimité en CFVU le 8 décembre dernier. Il sera présenté au conseil d'administration de ces débuts d'année, le 5 février. En parallèle, toujours dans le domaine de la vie étudiante, afin de formaliser le partenariat historique entre l'Université de Tours et le Crous Orléans-Tours, sachez qu'une convention cadre 2023-2027 vient d'être signée cet automne entre nos 2 établissements. Pour poursuivre sur le domaine de la vie étudiante et de campus, une vie de campus qui concerne nos étudiants et étudiantes, mais aussi nos personnels, le service commun de la documentation, alors qui est devenu en 2023 la direction des bibliothèques et archives, le DBA, a connu une année particulièrement chargée, avec le déménagement des collections et des personnels de l'ABU des tanneurs sur d'autres sites. Pour compenser la fermeture temporaire de cette bibliothèque universitaire, de nouveaux services sont proposés depuis la rentrée. Ce déménagement, vous pouvez l'imaginer, a été un vaste chantier. Il a été mené dans des temps records grâce à un énorme travail préparatoire des équipes et je les en remercie.
la rouverture de la BU d'Étanneur, une BU qui aura été entièrement rénovée et prévue pour la rentrée 2025, avec en particulier une nouvelle entrée côté Loire qui facilitera son ouverture aux étudiants et étudiantes en soirée et les week-ends, mais aussi à tous les habitants et habitantes de la ville et de la métropole. Enfin, sur le plan de la vie étudiante et de campus, l'année 2024 devrait être marquée par l'ouverture d'un nouveau tiers-lieu étudiant sur le site d'Étanneur, dans les locaux dits de la Passerelle, et qui nous ont été mis à disposition par la ville, et je l'en remercie. Et puis, cette année devrait aussi être marquée par un travail collectif avec la métropole pour nous doter enfin d'une halle des sports sur Portalis, un projet qui sera financé par la CEVEC et dans le cadre de notre contrat de plan État-région 2021-2027. Alors, je l'ai déjà dit, les comptes de l'université posent question actuellement. Ils sont toujours présentés avec une année de décalage. Ainsi, le rapport d'activité 2022-2023 présente le compte financier 2022, alors que le compte financier en fait 2023 ne sera présenté qu'au mois de mars prochain. Alors, au printemps dernier, la présentation du compte financier 2022 avait mis en évidence une situation budgétaire en rupture par rapport aux années précédentes, avec un déficit constaté de moins 2,7 millions d'euros. Alors, ce résultat n'était malheureusement pas une surprise, puisque je vous rappelle qu'en 2022, nous avions notamment dû absorber la non-compensation de mesures salariales pour un montant de plus de 2,8 millions d'euros. Alors, ces mesures salariales, même non compensées, était néanmoins évidemment très attendu par toutes et tous dans un contexte d'inflation toujours très élevé, et nous ne pouvons que nous réjouir des augmentations de salaire dans la fonction publique, mais nous demandons à l'État de nous donner les moyens financiers pour les mettre en œuvre. En 2023, grâce à une compensation financière plus élevée des mesures salariales et un effort de toutes et tous en termes de sobriété budgétaire, les résultats du compte financier 2023 devaient finalement être meilleurs que nous le pensions, avec en particulier un solde budgétaire finalement proche, je dirais, de zéro, il sera légèrement négatif, et un compte de résultats positif. Néanmoins, malgré, on va dire, cette amélioration de la situation, les soutiens de l'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, et plus spécifiquement à l'Université de Tours, sont encore insuffisants. Et notre situation financière risque de continuer à se dégrader en 2024. On ne pourra pas puiser longtemps dans notre fonds de roulement, d'autant qu'une grande partie de ce fonds de roulement va être utilisé dans le cadre d'opérations immobilières particulièrement importantes pour Tours. Alors, puisque je parle d'opérations immobilières, le 6 novembre dernier, nous avons lancé officiellement 2 opérations inscrites initialement en contrat de plan État-région 2015-2020. La première opération concerne la première phase de réhabilitation du site d'Étanneur et la seconde, la construction d'un nouveau bâtiment pour Polytech Tours. Alors, si la crise sanitaire et la hausse des coûts dans la construction et le bâtiment ne nous ont pas aidés pour relancer ces 2 opérations, nous avons su surmonter les difficultés de financement grâce à la révision du contrat de plan État-région 2021-2027, avec la requalification du projet de bâtiment recherche en biologie universitaire et hospitalière, un projet qui maintenant est prévu sur le site de Bretonneau, et requalification de ce projet qui a permis de dégager des financements complémentaires afin d'assurer la soutenabilité des opérations d'Étanneur et de Polytech. Et donc je profite de ces vœux pour remercier une nouvelle fois l'État, la région et la métropole qui nous ont accompagnés et qui nous ont donné leur accord pour réaffecter des financements sur les 2 opérations qui ont donc démarré en novembre. Une opération de 32,5 millions d'euros pour Polytech et de 22 millions d'euros pour l'Étanneur. Alors avec ces projets, nous illustrons la recherche d'une plus grande efficience dans l'usage de nos surfaces. Par exemple, le rassemblement des spécialités de Polytech sur un seul site va permettre un gain de 6% en surface. Nous illustrons notre volonté d'économie de foncier et d'artificialisation des sols en nous engageant pour Polytech sur une construction neuve mais située sur un parking, et puis en nous engageant pour l'Étanneur sur le principe de la rénovation. Enfin, ces 2 projets illustrent notre démarche volontaire d'économie et de production d'énergie en travaillant
sur le registre du clouet, du couvert et des ventilations pour réduire nos consommations au tanneur, et en travaillant en parallèle sur la production d'énergie renouvelable, avec notamment l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du nouveau bâtiment de Polytech. Alors, malgré un contexte budgétaire difficile et conformément à nos engagements, nous avons continué en 2023 à mener des actions volontaristes pour améliorer la carrière des professionnels. En 2023, pour les personnels BIAT, 7 concours ont été ouverts en catégorie C, 4 en catégorie B et 5 en catégorie A, avec l'ouverture notamment de 4 concours d'ingénieurs d'études et un concours d'assistant ingénieur. Concernant le repyramidage des BIAT, des personnels BIAT, il a permis de promouvoir 12 agents de catégorie C vers la catégorie B. 7 agents de la catégorie B ont été promus en assistant ingénieur. Et enfin, 2 agents ont pu être promus en ingénieur d'études. Enfin, s'agissant des personnels BIAT en situation de handicap, 6 ont pu accéder à une titularisation ou à un corps de catégorie supérieure grâce à la mise en œuvre des dispositions de la loi de transformation publique. Ainsi, en décembre 2022, le taux d'emploi des personnels en situation de handicap déclaré à l'Université de Tours s'établissait à 5,2%, 1,8% d'enseignants et enseignants-chercheurs et 8,9% de personnel BIAT. Alors, ces taux ont progressé de manière très positive alors que s'achève notre première convention avec le Fonds d'insertion des personnels handicapés dans la fonction publique, le FIPHFP, et nous préparons actuellement la deuxième convention en ce début d'année 2024. Concernant les enseignants et enseignants-chercheurs, l'année 2022 s'est traduite de son côté par l'ouverture de 40 concours d'enseignants-chercheurs, 30 maîtres de conférences et 10 professeurs des universités. 4 concours ont été ouverts afin d'accueillir des enseignants du second degré. Et enfin, 8 possibilités de promotion de maîtres de conférences en professeurs des universités ont été ouvertes et réalisées. Alors, je suis bien conscient que nos dernières campagnes d'emploi ne couvrent pas toutes les attentes exprimées, que ces attentes sont nombreuses. Néanmoins, nous arrivons, je pense, à mener une politique volontariste, alors que notre masse salariale est aujourd'hui particulièrement contrainte et que sans soutien complémentaire de l'État, elle le sera encore plus en 2024. Alors, pour poursuivre cette cérémonie des vœux, comme je l'ai dit en introduction, je vais maintenant passer la parole à Emmanuelle Huvert, donc une de nos 2 vice-présidentes recherche, pour évoquer quelques réalisations et projets qui ont marqué cette année 2023. Et ce sont notamment nos succès aux appels à projets Excellence et de pôles universitaires d'innovation. Chère Emmanuelle. Merci. Alors, mesdames et messieurs, ici présentes et présents, chers et chers collègues, comme l'a dit Arnaud Giacometti, l'année 2023 a été une année très intense pour la recherche au sein de notre université. Alors, comme vous le savez sans doute, nous avons eu la grande satisfaction de remporter quelques beaux succès dans le cadre de réponse à des appels à projets. Donc, je vais les présenter brièvement pour celles et ceux qui n'en auraient peut-être pas encore entendu parler. Je citerai pour commencer le projet Loire-Vallels, qui a été sélectionné dans le cadre de l'appel à projet Excellence de France 2030. C'est un projet d'une durée de 8 ans qui est doté de pratiquement 12 millions d'euros et qui vise à créer une alliance régionale de recherche interdisciplinaire et d'enseignement supérieur en santé humaine et animale. Le deuxième projet est le projet Loire-Vallée Innove, qui est quant à lui lauréat de l'appel à projet Pôle universitaire d'innovation France 2030 également. Il est d'une durée de 4 ans, il est doté d'un budget de 4 millions et il réunit 9 membres fondateurs, dont évidemment l'Université de Tours qui en est porteur, et réunit également un ensemble très dense de partenaires que je ne citerai pas ici par manque de temps. Et ce pôle universitaire d'innovation, il a vocation à mieux structurer le paysage de l'innovation en région et ainsi à renforcer sa visibilité pour faire de l'innovation un facteur d'attractivité de notre territoire. Le troisième projet qui a déjà été un peu évoqué, c'est le projet Ambition Centre-Val de Loire, qui est lauréat de l'appel à projet Accélération des stratégies de développement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ASDESR, là aussi France 2030, et qui a été porté par l'Université d'Orléans
avec ses partenaires, dont l'Université de Tours, projet qui est doté d'un budget de 4 millions d'euros sur 8 ans et qui comprend donc un volet formation qui a déjà été évoqué, mais aussi un volet relatif à la recherche qui vise notamment à renforcer notre cellule mutualisée Europe Recherche, la CMER, dans le but de veiller, de sensibiliser, d'accompagner les laboratoires et les chercheurs de la région pour répondre aux appels à projets européens. Alors, ces projets, ils sont importants et il faut nous réjouir de les avoir obtenus. Ils vont apporter des moyens à notre établissement et plus largement à notre territoire. Ils vont apporter des moyens pour renforcer notre recherche. Ils vont également rendre cette recherche plus visible en France et à l'international. Alors, on parle évidemment de ce fait, vu leur importance, beaucoup de ces projets. Par ailleurs, nous les présentons très régulièrement dans différentes instances de notre établissement, auprès aussi de nos partenaires, pour qu'ils puissent faire l'objet d'une appropriation, et peut-être parfois au point qu'ils peuvent sembler constituer l'essentiel de ce qui fait la recherche à l'Université de Tours. Pourtant, ce qui fait l'essentiel de la recherche à l'Université de Tours, si on pense déjà à ces projets, ce n'est pas tant le résultat que ce qui a permis leur aboutissement. Je veux parler ici du travail collectif, de l'engagement d'un certain nombre de personnes ici présentes et pas forcément présentes, au bénéfice de toutes et tous. Je veux parler aussi de la collaboration entre les personnes, entre les disciplines, entre les services. Et je remercie toutes et tous d'avoir contribué à œuvrer à ces succès. Et puis, en dehors de ces succès, d'autres actions ont bien sûr été menées, parfois plus dans l'ombre, parfois de manière moins visible. Mais nous savons toutes et tous que la recherche, elle est aussi faite de modestie et de petits pas. Et que ces actions, elles méritent aussi d'être citées, même si évidemment je ne peux pas les citer toutes. Alors des actions, par exemple, étaient déployées en faveur de nos écoles doctorales et de nos doctorants. D'autres ont été déployées en vue de donner des moyens supplémentaires à nos unités de recherche. D'autres encore pour développer les relations entre la recherche et la société, ou encore pour développer des recherches ouvertes, éthiques, libres et soucieuses de leur empreinte écologique. Si la recherche a été finalement dense et couronnée de succès à l'Université de Tours, cette année, comme les précédentes et celles qui suivront, c'est parce que des chercheuses et des chercheurs font chaque jour, et malgré un contexte général que l'on sait parfois difficile, ce qu'elles et ils savent faire le mieux, essayer de comprendre un peu mieux ce qu'ils ne comprennent pas encore très bien, apporter leur pierre à l'édifice de la connaissance, développer des idées inédites, lier des collaborations fructueuses, explorer de nouvelles frontières, former la prochaine génération de chercheurs et de citoyens critiques et émancipés, penser et rêver la société de demain. Ces recherches, et ce que cela demande d'audace et d'opiniâtreté, ne sont pas possibles sans les services qui sont là, présents, en soutien, dans les composantes, les unités de recherche et au sein des services centraux. Des personnels qui arrivent tôt, qui partent tard, qui sont soucieuses et soucieux de faire en sorte de s'adapter aux transformations parfois contradictoires qui nous incombent, qui font en sorte d'accompagner les démarches des chercheuses et des chercheurs et de valoriser leurs résultats. Alors, face à un avenir incertain, face à une évolution du paysage de la recherche qui impose la vigilance pour maintenir coûte que coûte l'indépendance, à des défis sociaux et environnementaux qui appellent encore plus notre engagement, notre intelligence collective, mais aussi notre solidarité, c'est à toute cette ruche bourdonnante et assidue que je pense en premier lieu. Nous pouvons toutes et tous en être fiers et je tiens encore une fois à remercier sincèrement chacune et chacun, chercheurs et personnels administratifs, techniques, pour leur engagement au service de la recherche. Je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année que je vous souhaite et que je nous souhaite tout à la fois sereine, effervescente et combative. Merci. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers et chers collègues,
C'est avec un très grand plaisir, même si je ne vous vois pas, là c'est toujours un peu déstabilisant, mais c'est avec un très grand plaisir que je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. L'année 2023 a clairement été une année charnière dans les relations internationales de l'université, que ce soit au niveau européen ou au niveau international. Au niveau européen, tout d'abord, l'Université de Tours est désormais, depuis officiellement le 1er janvier 2024, membre d'une université européenne labellisée et financée pour 4 années par l'Union européenne. L'Alliance Néolaya, que nous avons rejoint dès décembre 2021, comprend 8 autres universités européennes qui se rassemblent et se ressemblent. Des universités jeunes, créées dans le dernier tiers du siècle précédent, pluridisciplinaires et comprenant, pour la majeure partie d'entre elles, un secteur santé et ingénierie. Des universités qui ne sont pas situées dans des capitales et qui ont à cœur de participer au développement de leur territoire et de leur région. Jaén, Örebro, Bielefeld, Szulaj, Ostrava, Tchoutchava, Salerno, Nicosia. L'appartenance à ce consortium avait déjà permis de développer des collaborations étroites avec ses partenaires de confiance, que ce soit en matière d'enseignement ou de recherche. La consécration en tant qu'université européenne sera un formidable coup d'accélérateur pour ces collaborations, mais elle visera également plus largement à développer des coopérations dans tous les domaines de l'université et à toucher tous ses acteurs, personnels et étudiants, y compris dans des secteurs, départements et services auparavant éloignés de l'international. Au-delà du grand intérêt pour l'Université de Tours, pour le rayonnement de nos formations et de notre recherche, cette initiative participe à redonner du sens à la construction européenne. Elle a d'autant plus de poids et de raison d'être dans les régions de notre alliance que certains pourraient désigner avec une pointe de dédain comme étant de province. Les défis actuels, la montée des populismes, les menaces contre nos démocraties, la tentation du repli sur soi, la transition numérique en ce qu'elle bouleverse nos sociétés et la nécessaire transition écologique et sociale nécessitent aujourd'hui plus que jamais une Europe forte, mais surtout une Europe des régions, une Europe des peuples, unis dans la diversité, pour reprendre la devise de l'Union européenne. Grâce à Néolaya, l'Université de Tours y contribuera indéniablement. Alors, année 2023, année charnière, au niveau international ensuite. L'année 2023 a enfin vu la page du Covid tourner. Alors que la mobilité de nos étudiants avait déjà bien repris en 2022, en 2023, celle de nos chercheurs a pu revenir presque à la normale. Surtout, l'année 2023 a permis de renouer avec les partenaires historiques de l'Université de Tours, en particulier dans 2 zones de coopération décentralisées de la région centre, le Tamil Nadu en Inde et le Yunnan en Chine. 2 délégations de l'Université de Tours se sont rendues dans ces zones au printemps 2023. Les retombées ont été bien visibles en 2023-2024, qui a vu un retour en masse des étudiants chinois, qui sont désormais la première nationalité d'étudiants d'échange accueillis au sein de l'Université de Tours. Mais également, elle a vu le retour d'étudiants indiens. La délégation au Tamil Nadu a également permis de réinitier et d'initier aussi des collaborations de formation et de recherche avec des partenaires indiens dans le domaine du FLE, du français langue étrangère, de l'urbanisme, de la biologie végétale, mais aussi sur la thématique One Health. Par exemple, l'université située à Chennai, SRM Institute of Science and Technology, sera partenaire associé au projet de redépôt de notre master Erasmus Mundus IDO. Pour conclure sur une note peut-être moins positive, mais néanmoins résolue et combative, je souhaiterais rappeler que 2023 a vu le renouvellement d'un engagement fort de notre équipe présidentielle. Engagement qui se doit d'être renforcé dans le contexte national et international actuel. L'Université de Tours est et doit rester un lieu d'accueil pour les étudiants et personnels internationaux. L'Université de Tours ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans eux. Cet engagement s'est traduit de plusieurs manières. Tout d'abord par l'accueil de chercheurs en exil dans le cadre du programme PAUSE, mais aussi par le refus d'appliquer les frais différenciés pour nos étudiants internationaux. Alors la décision récente du Conseil constitutionnel nous donne un peu de répit à cet égard, mais jusqu'à quand ? Enfin, par la volonté de renforcer le dispositif d'exonération pour les étudiants réfugiés et demandeurs d'asile qui existe depuis plusieurs années au sein de notre QFE, notre Centre de français langue étrangère. Et pour ce faire, un DU passerelle verra le jour à la rentrée prochaine qui permettra de leur offrir une formation plus adaptée et l'accès à des bourses sur critères sociaux.
Je souhaite maintenant, pour conclure, rendre hommage aux personnes sans lesquelles toutes ces réalisations n'auraient pas pu voir le jour, que ce soit au sein de l'équipe présidentielle, de la direction des relations internationales, du QFE, mais évidemment aussi et essentiellement des composantes et des unités de recherche. Je souhaite ici vous remercier toutes et tous chaleureusement. Vous remercions pour votre attention et en vous renouvelant mes meilleurs vœux pour 2024. Merci Colombine, merci Emmanuel. Lorsque j'étais vice-président en charge des relations internationales, il y a maintenant plus de 10 ans, j'avais rêvé de mettre en place une université européenne, comme elles sont finalement devenues la réalité depuis 4 ans. C'est aujourd'hui devenu une réalité à Tours avec Néolaya. Alors quel est maintenant mon rêve et celui de quelques autres présidents et présidentes d'universités ? Qu'une telle alliance puisse devenir un jour une vraie institution, par exemple sous la forme d'une université confédérale, une université confédérale qui pourrait délivrer des diplômes européens. Longue vie à Néolaya. La transition socio-écologique est une préoccupation car les dérèglements de notre écosystème Terre sont déjà très visibles. Elle est une nécessité si on veut éviter un effondrement de nos sociétés, même si, comme l'écrit le géographe Renaud Dutrême, la notion d'effondrement doit être interrogée en étant peut-être avant tout la conséquence d'un monde de plus en plus fragmenté socialement et spatialement. Même si aussi le pire n'est pas certain, et je vous recommande sur ce sujet-là cet essai de Catherine et Raphaël Larère sur un possible aveuglement collectif et catastrophique. Alors notez d'ailleurs dans vos agendas que Catherine Larère, philosophe ayant participé en France à l'essor de la philosophie environnementale, viendra faire une conférence dans notre université le 18 mars prochain sur l'écoféminisme, une conférence qui s'inscrira dans une série d'événements autour de la Journée internationale du droit des femmes du 8 mars. Enfin, la transition écologique est une urgence, car chaque dixième de degré compte et des adaptations ne seront pas partout et toujours possibles. Les derniers rapports du GIEC démontrent que de nombreux dégâts pour les êtres vivants et les écosystèmes pourront être évités avec une hausse globale des températures de 1,5 degré, mais plus difficilement avec une hausse de 2 degrés, et encore moins de 3,5 degrés ou 4 degrés si nous poursuivons sur la trajectoire actuelle. Chaque dixième de degré compte, car les phénomènes sous-jacents ne sont pas linéaires, ce qui est malheureusement encore très souvent occulté ou mal compris. Une analogie pourtant simple devrait permettre de l'intégrer. Si on considère qu'une température de 37 degrés est une température normale pour le corps humain, ce corps humain est encore viable à 38,5 degrés. Il est déjà un petit peu moins à 39 degrés. Il ne le devient plus à 40 ou 41 degrés. Et je pense que la situation est la même pour notre écosystème terrestre. Alors, dans un tel contexte, les universités se doivent d'être exemplaires et de nombreux chantiers ont été ouverts à l'Université de Tours en 2022-2023 pour aller vers une réduction de notre empreinte carbone, de nos consommations d'énergie et de matière. Alors, tout d'abord, l'année 2022-2023 a été marquée par la structuration de ASTRE, notre agenda stratégique de transformation écologique et sociale de l'université. Aux côtés de la région Centre-Val de Loire et de l'ADEME, l'université a engagé sa construction il y a maintenant plus d'1 an, avant même qu'un tel agenda soit rendu obligatoire par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche via son plan climat-biodiversité. ASTRE, donc, qui constituera notre schéma directeur de développement durable et responsabilité sociétale, s'est construit sur une dynamique participative, et notamment lors du Forum des possibles organisé en juin dernier. Ce schéma doit être finalisé et présenté devant les conseils centraux de l'université au printemps 2024, un schéma construit autour de cette thématique, dont la thématique de la mobilité. Alors, suite à la réalisation de son premier bilan carbone, l'Université de Tours avait alors identifié les déplacements domicile-travail comme un axe essentiel pour réduire son empreinte. Dans ce cadre, une nouvelle fois avec l'aide de la région et puis en résonance avec les politiques de la ville de Tours et de la métropole, nous nous sommes lancés dans la construction d'un plan universitaire des mobilités, le PLUM. La construction de ce plan a commencé par un diagnostic détaillé, une grande enquête sur les habitudes de déplacement domicile-travail, mais aussi domicile-études de nos étudiants et personnels a été menée en mars 2023. Il a ensuite donné lieu à une cartographie participative permettant d'apporter un regard critique sur les aménagements et dispositifs existants
existants. Aujourd'hui, nous sommes en phase de finalisation de la construction d'un plan d'action qui intègre naturellement les acteurs locaux des transports et des mobilités du territoire. Sur un autre plan, pour avancer en connaissance de cause et en concertation, la sensibilisation et formation des personnels représente un enjeu particulièrement important. Et dans ce cadre, un plan d'action visant à sensibiliser l'ensemble des personnels BIAT des composantes et services centraux a été mis en place et s'achèvera en mars 2024. Mais dès à présent, je peux dire que c'est déjà plus de 600 de ces personnels qui ont suivi un atelier climat sur une demi-journée avec une fresque suivie d'un atelier Inventons nos billes bas carbone. Alors ce plan de formation pour les personnels BIAT, des services et composantes, sera suivi d'un plan de formation en direction des référents transition écologique et sociale de nos unités de recherche pour les aider à appréhender les bilans carbone des unités que nous sommes en train de réaliser en 5 vagues successives. Une fois les référents et référentes des unités formés, l'idée est qu'ils et elles puissent former à leur tour les enseignants-chercheurs et personnels BIAT des laboratoires pour que chaque unité de recherche puisse ensuite construire collectivement un plan de réduction de son empreinte. Je vous rappelle les objectifs que notre ministère nous a fixés, réduire de 5% par an notre empreinte carbone. Dans ce cadre, l'année 2022-2023 aura aussi été marquée par le début de la construction d'un schéma directeur des énergies. Ce schéma devra permettre à l'université de disposer d'une stratégie, d'un plan d'action visant à améliorer la performance énergétique de l'ensemble de ces bâtiments, à optimiser leur usage et à accélérer la mise en œuvre de notre plan de sobriété énergétique. Ce schéma directeur devra être finalisé avant l'été 2024 et contribuera à la construction de notre futur schéma pluriannuel de stratégie immobilière, un schéma que nous devons transmettre à notre tutelle avant l'été 2024. Alors en conclusion, j'évoquerai 2 projets importants que nous avons à finaliser en ce début d'année 2024. Il y a tout d'abord la finalisation de notre convention de coordination territoriale, avec comme premier cercle les membres fondateurs, les 3 établissements publics d'enseignement supérieur de recherche de la région, que sont l'Université de Tours, l'Université d'Orléans et l'INSA Centre-Val de Loire. Cette convention intégrera dans un 2e cercle 8 associés, la région et ses 2 CHU, le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, le BRGM et le CRUS. Et plus largement, elle associera dans un 3e cercle tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de la région, à savoir tous les établissements publics ou collectivités où l'enseignement supérieur et recherche est implanté. Le ministère nous a fait des retours sur une première version de cette convention fin 2023. Elle sera examinée et votée dans les conseils centraux des établissements au printemps 2024. Depuis 3 ans, avec de nombreux succès collectifs à des appels à projets de France 2030, les universités de Tours et d'Orléans et l'INSA Centre-Val de Loire ont démontré les bénéfices importants à travailler ensemble. C'est tout l'objet de cette convention de coordination territoriale qui constituera officiellement le PUCVL, le pôle universitaire Centre-Val de Loire. Pour le découvrir, je vous invite à regarder son site web. C'est très simple, vous tapez pu-cvl.fr dans votre navigateur. Un deuxième moment important dans ce premier semestre 2024 sera la négociation de notre contrat d'objectifs de moyens et de performance avec le ministère. Une négociation qui débutera par une audition au ministère le 21 mars prochain, le même jour où notre nouvelle offre de formation sera examinée au CNESER. Ce contrat, ce qu'on appelle notre COMP, constituera une partie de notre feuille de route pour les 3 prochaines années, avec un financement attendu, c'est ce que nous allons négocier, de 4,8 millions d'euros sur 3 ans. Alors je terminerai cette cérémonie par quelques mots d'espoir. En ce début d'année 2024, où la catastrophe climatique et la violence des guerres conduisent parfois à un pessimisme largement partagé, le journaliste Nicolas Truong du Monde posait dans un très bel article la question que tout un chacun peut se poser: que nous est-il permis d'espérer en ces temps tragiques? Alors si l'histoire nous invite à nous méfier parfois des utopies, je crois qu'au contraire, il nous faut réapprendre à être utopistes. Car comme l'écrit le philosophe Vincent Delcroix, l'utopie n'est pas construite pour être réalisée, mais pour guider et même pour analyser. On lui reproche souvent son irréalisme, mais qu'est-ce que le réalisme, sinon du conservatisme plus ou moins déguisé, comme si les choses seraient ainsi qu'il faut se faire une raison.
50 ans après la publication de son premier rapport Beyond the Limits, un rapport qui n'a pas pris une ride, le nouveau rapport Earth for All du Club de Rome dessine une telle utopie en montrant comment passer de l'ère de la croissance sans fin à l'ère de la prospérité dans l'équilibre. En ce début d'année 2024, où de nombreuses colères s'expriment, je citerai finalement quelques lignes du philosophe Patrick Vivray, quelques lignes de son dernier livre, « La colère et la joie », pour une radicalité créatrice et non une révolte destructrice. Il y écrit que c'est parce que l'histoire de demain peut être possible qu'il y a colère et même rage contre les forces qui peuvent empêcher qu'advienne ce monde, jugé meilleur, écologiquement responsable, socialement juste et mettant en œuvre une démocratie renouvelée, fondée sur des droits humains enrichis par des droits du vivant. Cette histoire positive, l'Université de Tours se doit d'y participer, en participant à la compréhension du monde complexe qui est le nôtre, en inventant et expérimentant des alternatives aux organisations sociales existantes, en construisant et expérimentant des innovations nous conduisant vers un monde durable, fondé sur la coopération, la solidarité et la perspective du bien-vivre. Alors ce matin, en relisant mon rapport, je me suis aperçu que je ne parlais pas beaucoup de culture. Du coup, je conclurai par quelques vers qui me sont revenus de René Char et qui parlent d'espoir. Il s'agit du poème « La rose de chêne ». Chacune des lettres qui composent ton nom aux beautés, au tableau d'honneur des supplices, épouse la plane simplicité du soleil, s'inscrit dans la phrase géante qui barre le ciel et s'associe à l'homme, acharné à tromper son destin avec son contraire indomptable, l'espérance. Je vous adresse à toutes à nouveau mes vœux d'épanouissement professionnel dans notre université, de bonheur personnel pour vous-même et vos familles, des vœux de confiance et d'optimisme, des vœux de santé, de sérénité et de partage. Merci pour votre attention. Et avant de partager un verre de l'amitié en cette année olympique et para-olympique, nous vous proposons maintenant une démonstration sportive avec du tennis de table. Elle sera réalisée par 3 pongistes qui bénéficient actuellement du statut de sportif de haut niveau ou bon niveau à l'Université de Tours. Pour rappel, c'est un dispositif qui permet d'accompagner au mieux l'étudiant dans son double objectif de réussite, à la fois académique et sportive. Mais je vais laisser la parole à Romain Huyard du SUAPS, notre service universitaire des activités physiques et sportives, pour vous en dire un peu plus. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là pour vous proposer une démonstration. Donc, comme vous l'avez entendu et comme vous avez pu le voir, il s'agit de tennis de table. Et ce sera réalisé par 3 pongistes. Donc, tout au long de cette démonstration, n'hésitez pas à applaudir, à commencer par la présentation de ces 3 pongistes. On commence donc par une étudiante qui est dans le club de Jouer les Tours. Elle est en économie. Je vous demande vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Héloïse Latour. Nous accueillons maintenant une étudiante en génie biologie à l'IUT de Tours. Elle joue également dans le club de Jouer les Tours. C'est Clémence Chevalier. Accueillons enfin un étudiant en technique de commercialisation à l'IUT de Tours. Il est, lui, dans le club de l'USM Olivet. C'est Martin Blot. Voilà, ils vont nous proposer une démonstration qui se déroulera en 3 phases. La première est constituée d'exercices au panier de balle. Donc cette technique d'entraînement permet de travailler la précision ainsi que l'automatisation des gestes. Et vous pouvez voir que la fréquence des balles est très importante
Et donc ce travail en surintensité permet également d'améliorer la vitesse d'exécution. Donc là, Martin envoie les balles sur 3 zones dans le camp. Donc 3 zones dans le camp d'Héloïse, sa zone coup droit, son milieu de table et sa zone revers. Et Héloïse effectue uniquement des coups droits. Et lorsqu'elle vient prendre son coup droit alors qu'elle est sur sa zone revers, on appelle ça un pivot. Donc ça, c'est un des coups favoris d'Héloïse. On peut l'encourager. Nous passons maintenant sur un deuxième exercice au panier de balles. C'est donc Héloïse qui va distribuer les balles sur Clémence. Et là, le travail se fait en incertitude totale, c'est-à-dire que les balles envoyées sont aléatoires, tant sur la trajectoire de balle, mais aussi son placement, sa fréquence, sa vitesse, ainsi que sa rotation, son effet. Donc là, le travail de prise d'information est essentiel. Clémence va vraiment regarder l'impact balle-raquette lorsque la balle part de la raquette d'Héloïse pour prendre l'information au plus tôt et adapter sa réponse en conséquence. Et donc, ce genre d'exercice, on le retrouve beaucoup dans l'entraînement des Chinois. Donc là, on peut voir qu'en fréquence de balle, on est encore sur quelque chose de très très élevé. Donc on peut applaudir les efforts fournis par Clémence. Et nous passons maintenant à la troisième configuration où Clémence va envoyer les balles sur Martin. Donc là, on est sur un exercice toujours au panier de balles, mais avec de la construction de points, où Martin va jouer une première balle courte, où là, l'objectif, ça va être de renvoyer une balle que son adversaire ne peut pas attaquer. Ensuite, il prend une première fois l'attaque en mettant de la rotation. Donc le geste effectué est un top spin avec son coup droit. Donc voilà, c'est vraiment, on cherche à mettre de la rotation avant dans la balle. Et le troisième coup qu'il effectue, c'est un top spin frappé. Donc en plus de mettre de la rotation, il va taper dans la balle pour vraiment chercher à mettre beaucoup de vitesse. Première courte, deuxième longue avec plus de rotation, et la troisième longue avec plus de force. Alors, donc il faut savoir que le coup droit est le coup privilégié dans le jeu de Martin. Ça l'était d'ailleurs pour Héloïse, donc c'est pour ça qu'on vous a proposé un exercice où Héloïse allait chercher le pivot. Donc voilà. On peut les applaudir bien fort. Nous allons passer sur une deuxième phase. On va prendre un tout petit peu de temps pour évacuer les balles, histoire que voilà, il n'y ait pas d'incident. Et donc là, cette phase numéro 2 se fera sur des exercices en tenue de balle. Là, l'objectif, eh bien, c'est qu'il y ait des échanges entre les deux joueurs et on a une balle qui est plus réaliste. Donc voilà, on va vraiment, là plutôt sur cette première situation, ce premier exercice, chercher à se régler. C'est un exercice de régularité, on pourrait appeler ça dans d'autres activités.
Alors, on pourrait appeler ça dans d'autres activités faire ses gammes. Là, voilà, j'essaye de trouver des sensations. Et ces exercices de régularité, eh bien, ils le font à chaque entraînement, ils le font avant chaque compétition. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on fait dès que l'on commence l'activité, quand on est débutant, et qu'on fait perdurer tout au long de sa carrière. Donc bien évidemment, quand on commence le tennis de table, ça ne va pas à cette vitesse-là et la balle tombe un petit peu plus souvent. Donc là, ils sont toujours sur l'exercice de régularité, mais Héloïse est passée en top spin, donc là, elle cherche à donner de la rotation à la balle en même temps que de l'accélérer. On va pouvoir les applaudir bien fort. Et nous passons sur un deuxième exercice de tenue de balle avec Héloïse et Clémence. Donc là, Clémence reçoit 4 balles qui sont placées à différents endroits. La première sur sa zone coup droit, deuxième milieu de table, troisième revers qu'elle vient chercher en pivot et quatrième, on repasse par le milieu de table. Donc voilà, c'est un exercice de déplacement où on travaille vraiment la précision et le rythme. Alors, on constate vraiment que là, la balle est très peu perdue. Il y a une tenue de balle qui est très longue, c'est vraiment impressionnant. Donc là, Clémence se permet de jouer la balle également en top spin. Donc en plus de ce déplacement qu'elle cale, qu'elle règle, elle fait en même temps voilà, un geste d'attaque fort. Donc voilà, c'est solide. Hein. Allez, une dernière balle avant de passer à la prochaine situation. Je crois que voilà, ça mérite encore quelques applaudissements. Donc nous avons maintenant Clémence et Martin qui sont sur un exercice où Martin va recevoir 2 balles sur son coup droit. Donc je rappelle, le coup droit, hein, c'est le côté où il y a le pouce dans les prises de raquette, comme nos 3 pongistes. D'ailleurs, cette prise de raquette, on appelle ça une prise orthodoxe. Vous avez peut-être déjà pu voir une prise de raquette un petit peu différente où la raquette est retournée. Et donc là, c'est une prise de raquette souvent en porte-plume. Mais donc là, nos 3 pongistes sont sur cette prise de raquette orthodoxe. Et donc là, Martin cherche à enchaîner les attaques, puisque quand il est en jeu, eh bien, à ce niveau-là, une seule attaque ne suffit bien souvent pas, et donc il faut savoir enchaîner les attaques pour réussir à terminer les points. Ouais, ça envoie très fort là sur le coup droit, comme sur le revers. Malgré la durée de l'exercice de 2 minutes, ils tiennent toujours aussi bien la balle. Bravo à nos 2 joueurs et joueuses. Et donc nous passons maintenant sur la phase 3 où là on va vous proposer des situations de jeu. Donc ce sont des points qui commencent par un service et c'est ce qui pourrait vraiment rencontrer
quand ils sont en compétition, donc voilà, quand ils sont en match. Donc voilà, première situation où Martin est au service. Et là, il est vraiment dans un schéma de jeu qu'il affectionne tout particulièrement. L'objectif pour lui, c'est de servir court pour ne pas laisser l'attaque à son adversaire. Et ensuite, il cherche à prendre l'initiative, c'est-à-dire prendre l'attaque en mettant de la rotation pour que la balle monte et qu'il puisse ensuite terminer le point. Voilà, quand je vous disais que l'enchaînement était important, comme on peut le voir, la première attaque n'a pas suffi. Et donc il faut toujours se replacer très rapidement pour pouvoir enchaîner les attaques et terminer le point. Voilà, on peut les applaudir. On va passer maintenant avec Héloïse au service. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais le service de Martin, comme celui d'Héloïse, est lancé assez haut. Donc c'est bien évidemment autorisé, mais on peut même se dire que c'est essentiel de le lancer. C'est obligatoire de le lancer à un minimum de 15 cm. Ça correspond à peu près à la hauteur du filet. Donc voilà, il faut bien que ça décolle de la paume de main d'au minimum 15 cm. Donc là, Héloïse cherche à servir long dans la diagonale. Donc comme elle est gauchère, eh bien ça arrive sur le coup droit de Martin. Et Martin prend l'attaque puisque c'est long et qu'il est attaquant. Sauf que Héloïse s'en sert pour faire un bloc actif, c'est-à-dire une contre-attaque, et essayer de prendre de vitesse Martin après son attaque. Allez, un dernier point dans cette configuration. On peut les applaudir. Les attaques sont sur la table, ça va vite. Voilà, Clémence au service. Donc voilà, un contre-top à mi-distance en ligne droite. Coup très très difficile à réaliser. Donc là, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, où Clémence sert court pour pas que Héloïse n'attaque, et Héloïse va remettre aussi de manière à ce que Clémence n'attaque pas. Sauf que bah là, si la balle est un petit peu longue, eh bien, il y a une attaque de l'une des deux qui s'enclenche, et elles rentrent toutes les deux dans quelque chose qu'elles souhaitent, c'est-à-dire prendre l'attaque en première. Voilà, un point très très bien construit. Et on peut les applaudir avant qu'Héloïse ne passe au service. Donc voilà. Clémence vient d'effectuer un contre-top spin, c'est-à-dire qu'elle a pris la balle très tôt sur l'attaque d'Héloïse pour redonner de la vitesse et prendre Héloïse justement de vitesse. Voilà, deuxième coup réalisé très très bien, ça s'applaudit, ça je crois. Ça veut dire que là, quand Clémence réalise ce contre-top spin, cette attaque sur l'attaque d'Héloïse, eh bien, elle doit prendre l'information très tôt et bien se placer pour pouvoir jouer la balle très tôt après le rebond.
Dommage, dommage. Belle défense sur Balotte. Il n'en s'est pas fallu de peu. Et on peut les applaudir pour ces belles attaques très puissantes. Et ce contre top speed, encore une fois, de Clémence. Dernier schéma où Martin sert court. Là, il va chercher à servir lifté, donc à donner de la rotation avant à la balle. Et Clémence va essayer de faire une première attaque malgré le fait que le service soit court. Et là, Martin, malgré l'attaque de Clémence, va venir jouer la balle très tôt et faire cette fois-ci un contre-top spin avec son revers. Très très bel enchaînement d'attaques. Vous pouvez vraiment applaudir quand les points sont terminés. Si vous avez trouvé que c'était beau, que c'était bien réalisé, n'hésitez pas. Ouh, encore très puissant. On va changer de serveur pour... Voilà, on a Clémence du coup qui va nous proposer une dernière situation où elle sert long. Elle essaye de mettre de la vitesse dans son service pour surprendre Martin. Donc là, Clémence qui réalise une défense avec une balle qu'elle veut pas trop haute. On appelle ça du fishing. Et en fait, elle attend la bonne balle pour essayer de reprendre l'initiative, c'est-à-dire de contre-attaquer malgré la distance par rapport à la table. Elle avait très très bien réussi son coup, fishing plus reprise d'attaque, mais Martin était vigilant et a lui aussi contre-attaqué à la table. On peut les applaudir encore une fois. Très très fort tous les trois. S'il vous plaît, une ovation pour nos trois pongistes qui nous offrent un très joli dernier point. Encore une fois, merci à vous et bravo. Ce qu'ils nous ont proposé était de grande qualité, avec beaucoup d'intensité. Je vous remercie pour vos applaudissements très chaleureux et je laisse à nouveau la parole à Monsieur le Président. Alors, le président qui ne fera pas de démonstration de tennis de table, ne vous inquiétez pas, mais qui vous invite bien, à aller dans le hall pour trinquer et boire un verre de l'amitié. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ces vœux 2024.